Juste le fait que cette personne-là, tu vois, en qui j'avais tellement confiance, me dise fonce, ça a levé une barrière. C'est vraiment ça qui a fait que je me suis lancée là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à occulter en sciences, notamment de manière générale, surtout en sciences dites dures, tu vois. C'est toujours des rencontres qui font que tu en arrives là où t'es. T'es un peu une boule de billard, tu vois, et ta trajectoire, elle est influencée par les événements extérieurs aussi. Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Ramla Abdellatif, maîtresse de conférence au laboratoire amiénois de mathématiques fondamentales et appliquées. Ramla est ma deuxième invitée appartenant uniquement à la section maths fondamentales et aucunement à celle des mathématiques appliquées. Son domaine de recherche est, entre autres, la théorie des représentations qu'elle nous expliquera. Originaire d'Amiens, Ramla débute ses études post-bac en intégrant les classes préparatoires du lycée Faidherbe à Lille. Toutefois, elle prend vite conscience qu'elle n'a aucunement envie de devenir ingénieure et décide alors de se focaliser sur le concours de l'école normale supérieure sur les conseils de ses professeurs. N'ayant pas obtenu ce qu'elle désire à la fin de son année, elle se dirige alors vers l'université d'Orsay qu'elle intègre en 3e année de licence, avec en tête l'idée de passer à nouveau le concours de l'ENS par une voie parallèle qui permet d'intégrer l'école en cours de cycle. C'est d'ailleurs ce qu'elle réussit à faire à la fin de sa première année de master. Après avoir obtenu l'agrégation, et suite à des rencontres déterminantes, elle fait alors le choix de poursuivre en thèse. Ramla nous donne une idée très précise des problèmes qui l'ont intéressée durant cette période. Le point de départ est ce qu'on appelle les groupes. Une famille d'objets ayant des propriétés spécifiques en mathématiques. Ce qu'elle cherche à étudier, c'est la structure de groupes particuliers qu'elle précisera. Elle nous explique alors que, parfois, lorsque l'on ne voit pas un objet, pour le comprendre, on va le faire agir sur quelque chose. Un peu comme la gravitation, par exemple, que l'on ne peut pas voir, mais qu'on comprend en observant son action sur un objet que l'on lâche. L'action d'un groupe sur un ensemble particulier à préciser est alors ce qu'on appelle la représentation d'un groupe. Son travail de thèse a consisté à classifier et à décrire en quelle famille allaient se répartir les représentations dans un cadre bien précis qu'elle nous décrira. Dans sa carte blanche, Ramla a choisi de nous parler d'une autre casquette qu'elle porte, en plus d'être enseignante-chercheuse, celle de vulgarisatrice. Elle a fait le choix de mettre en lumière 3 initiatives qui ont vocation à s'adresser à des publics parfois éloignés des maths. On pense souvent aux filles, mais elle parle plus généralement également des personnes dont l'éloignement peut s'expliquer par des raisons socioculturelles ou géographiques. C'était une conversation très agréable avec Ramla, qui m'a permis de découvrir que être mathématicienne, ça signifiait aussi parfois être rédactrice de dictionnaire et parfois même être exploratrice de monde. Je n'en dis pas plus, vous comprendrez en découvrant l'épisode. Bonne écoute! C'est bon, t'es bien installée dans une position confortable. De toute façon, des fois tu vas voir gigoter, mais comme ça se verra pas au podcast, c'est parfait. On va alors démarrer. Donc bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ramla Abdellatif, donc, qui est maîtresse de conférence à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens. Comment est-ce qu'on se connaît? Via une connaissance commune qui ne va pas vous être étrangère, puisque c'est quelqu'un qui a déjà été reçu dans le podcast. Il s'agit de Chloé Audebert. Quand je lui ai parlé de mon projet, elle m'a dit « Ah, c'est marrant que tu aies un projet de vulgarisation parce que j'ai une très bonne amie qui, elle aussi, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler après dans le podcast. » Et donc, on a échangé sur elle et je me suis dit « Ah, ça m'intéresse. » Et donc, on a pris contact et c'était assez naturel de l'inviter. Bonjour Nathalie, déjà merci d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. Donc je voulais juste rappeler très brièvement le plan de l'émission pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui sont des habitués connaissent. On va commencer d'abord par, dans un premier temps, revenir sur ton parcours en détail et donc à l'éclairage de tes expériences, essayer un peu d'expliquer quels sont les différents chemins qui peuvent mener au métier que tu fais aujourd'hui. Ensuite, on passera un petit peu de temps sur ta vie de chercheuse actuelle. Qu'est-ce que c'est pour toi concrètement? Et on terminera avec ta carte blanche où tu nous parleras d'un sujet qui te tient à cœur. Très bien. Donc, on va faire un bond dans le temps et on va revenir en 2001. Attends, je range mes cheveux blancs. C'est bon. Donc, pas de suspense, je suppose, quand je vais te demander ton bac et ta spécialité.
Oui, alors ça, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent littéralement pas connaître, effectivement. Quand je passais le bac en 2001, effectivement, il y avait 3 filières et donc je pense que vous pouvez parier sans risque sur la filière que j'ai choisie, qui était la filière scientifique. Alors, il faut quand même préciser une chose, hein, c'est que, enfin, comme j'aime à me qualifier, des fois, je suis une fausse scientifique, mais en fait, on est assez nombreux. C'est-à-dire qu'on adore les sciences, mais on adore aussi les lettres, les Oui. langues, la lecture, les arts. Et donc, par curiosité, où est-ce que tu as passé ton Oui, bac? à Amiens, en Ah d'accord, Picardie. parce que donc on va le dire après, Mmh, tu as quitté Amiens, donc là, tu es retour oui. au bercail, en fait, là? Exactement. En fait, je suis née à Amiens, j'ai grandi à Amiens, j'ai fait toutes mes études primaires, collège, secondaire à Amiens, Ouais. et j'ai beaucoup aimé, hein, soit dit en passant. Et Mmh. en fait, c'est après le baccalauréat que je suis partie. OK, Voilà. d'accord. Et donc, pour revenir sur le lycée, Oui. quel était ton rapport aux mathématiques, à cette époque? Compliqué. Non, alors déjà à l'époque, je m'imaginais pas du tout mathématicienne. D'accord. Voilà, on va être clair. Par le passé, j'avais eu des velléités de astronaute parce que mon frère voulait être cosmonaute, de vétérinaire, mais pas pour les chiens parce que j'avais peur des chiens à l'époque. Voilà, c'est pour vous dire, enfin, c'était des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec les maths. Et donc, quand j'étais au lycée, j'avais pas vraiment je me disais: «Ouah», des fois, je voulais faire médecine, des fois, je voulais faire chanteuse, mais j'avais pas, enfin, si vous voulez, pour moi, mathématicienne, c'était pas un métier, en un Oui. certain sens. Enfin, je savais pas que ça existait. Il y avait une de mes tantes, qui est la plus jeune sœur de mon papa, qui, à cette époque, venait de finir une classe préparatoire, d'entrer dans une école d'ingénieur. Je m'étais dit: «Oh bon, pourquoi pas?» Enfin, j'avais pas vraiment de D'accord, donc ton contact aux classes prépa et au monde de l'école d'ingénieur, c'était juste a priori par cette tante, mais après, bah, je savais que ça existait par cette d'accord, tu en tante avais quand parce même qu'elle avait déjà fait ça, entendu parler, au mais en fait, je lycée? savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était. C'était juste, pour moi, c'était un truc vague, quoi. C'était comme médecine, c'était comme, Mmh. STAPS, enfin, c'était des boîtes comme ça. Mais Ouais. je savais pas plus précisément qu'autre chose. Enfin, limite, je savais mieux ce que c'était médecine que classe prépa, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je Et savais qu'il y avait et un et truc qui s'appelait classe prépa, mais je savais pas ce que c'était concrètement. et il y a aucun de tes profs qui t'en avait parlé? Non. Non, en fait, ce qui s'est passé, donc voilà, donc lycée, donc seconde, voilà, j'avais pas de trucs prédéterminés. En troisième, on m'avait dit: «Vous êtes bonne en tout, vous pouvez faire ce que vous voulez». Ça m'aide vachement. Et en fait, donc le contact que j'avais avec les maths à l'époque, c'était via mon petit frère. Donc D'accord. j'avais un frère, je le dis tout de suite, il est décédé, comme ça, voilà, c'est posé. Donc il avait 1 an de moins que moi et lui, il adorait les maths, mais vraiment, il trouvait ça génial. Donc j'ai vu le côté ludique des maths par lui. Mais Ouais. à l'époque, j'étais plus, on va dire, littéraire. C'est-à-dire, j'adorais le théâtre, j'avais fait partie de la troupe de théâtre du collège, enfin, voilà. Donc en fait, j'avais pas quand j'étais en seconde et qu'on me disait: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Bah, j'en savais rien. Ouais. Franchement, j'en savais rien du tout, quoi. Et à ce moment-là, bah, quand vous êtes bonne élève en seconde, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit: «Ah bah, va en S». Bon, bah, je vais en S. Enfin, il y avait rien qui me rebutait spécialement. J'arrive en première, la physique m'a rebutée, mais violent. À cause de mon enseignant que je ne nommerai pas ici, mais qui m'a traumatisée, très Ah franchement. mince. Enfin, c'était vraiment un trauma, quoi. Je suis en me disant: «Plus jamais je fais de la physique». Enfin, j'aimais quand même toujours bien les maths, pas grâce aux profs que j'ai eus à cette époque-là, soyons honnêtes, mais c'était vraiment ce côté, je vous dis, ludique que j'entrevoyais à travers le plaisir que mon frère avait à faire des maths. Donc, arrivé là, on nous présente les différentes spécialités. Donc il y avait maths, physique, biologie. Ouais. Bon, physique, je viens de l'expliquer, c'était même Ouais. pas la peine. Biologie, désolée pour les biologistes, mais pour moi, c'était juste apprendre des trucs par cœur, ça m'intéressait pas. Et il restait maths, et alors maths, il y avait géométrie. Et alors géométrie, j'aimais pas, parce que juste, enfin, en fait, je savais pas dessiner, enfin, et comme à l'époque, on nous disait: «Ah bah, tu sais pas dessiner, tu feras jamais des maths», on m'a dit ça, hein, C'est vraiment, hein, vrai? vraiment, Jamais entendu ça. vraiment. Attends, mais c'est un père Première, qui t'a alors dit ça ou? non, contexte. Première activité encadrée, enfin l'équivalent des APC de maintenant. Donc on est en petit groupe. Donc là, c'était maths. Donc j'étais à côté d'un de mes camarades de classe avec qui je m'entendais très bien, qui était du genre très sérieux, très posé, qui avait toujours des trucs très propres. Et moi, j'étais incapable d'utiliser un crayon de bois sans arracher la feuille avec. Enfin, j'appuie très fort sur mon crayon, c'est tout, ça arrive, c'est comme ça. Et je revais toujours la tête de la prof de maths quand elle passe dans les rangs, qu'elle regarde nos 2 copies, qu'elle me regarde, elle fait: «Bah toi, tu feras jamais des maths, hein». Et cette prof-là, mon seul regret, c'est qu'elle est morte avant que j'aie ma thèse. Parce que j'aurais tellement voulu aller la voir et lui dire: «Vous voyez, je fais des maths». Oh Parce la qu'elle se pauvre. rend pas compte de l'impact que ça peut avoir, quoi. Enfin,
juste parce que je sais pas dessiner proprement un carré ou un cube, je peux pas faire des maths. Mais c'est tellement réducteur et c'est tellement ridicule. Malgré cette expérience en seconde, donc, et le fait que la géométrie c'était pas trop mon truc, je me dis bah oui, spé maths. Et en spé maths, il y avait l'arithmétique, les congruences et tout. Et ça, mais ça m'a éclaté. Et à cette époque-là, donc comme j'ai dit, j'ai une tante qui avait fait classe préparatoire, donc j'en ai parlé à mes profs. Et mon prof de maths, hyper enthousiaste, m'a dit non, mais oui, va en classe préparatoire, c'est très bien, t'es une très bonne élève, c'est pour toi les classes préparatoires. Qu'est-ce que tu veux faire après? Et moi, j'en savais rien. En vrai, je savais pas trop, quoi. Donc, et il me fait ah, ben tu sais, tu pourrais faire enseignant-chercheur à l'université. Moi, je dis ah, c'est quoi enseignant-chercheur à l'université? Et il m'a pas expliqué plus que ça, tu vois. Donc, Mais premier contact avec ce en métier-là, quelque terminale, là, part, voilà. c'est via ce prof qui te dit cette Qui, indication voilà. de ah. Voilà, qui me dit ah mais tu sais, tu pourrais faire ça, bon, ou tu pourrais faire ingénieur. Bon, c'est quoi ingénieur? Mais toujours est-il que voilà, en terminale, c'est là où j'ai entendu pour la première fois les mots ingénieur, enseignant-chercheur, université. Enfin voilà, le fait qu'il y avait 2 cursus possibles. Je pense que la France est le seul pays au monde où il y a ce truc de classe préparatoire. Enfin bon, voilà. Mais ça m'a pas franchement aidé à choisir mon orientation. Ce qui m'a un peu décidée, c'est 2 choses. La première, c'est que je voulais pas aller à Paris. Ok. Et pour moi, Paris, c'était pas envisageable. J'avais pas envie d'aller à Paris. Alors que ouais, c'est prestigieux Paris, il y a les grandes prépas, les machins, mais moi je voulais pas aller à Paris. Mais je voulais pas rester à Amiens. J'avais envie de bouger. Voilà. Mais je voulais pas bouger trop loin non plus. Et donc en fait, bah il y a Lille qui est pas très loin, qui a Faidherbe comme classe préparatoire. Je me suis dit bah allez, j'essaye. Et franchement, ça a été une des meilleures décisions de ma vie, je pense. Et donc naturellement, donc Lille-Amiens, c'est pas très loin. Bah en fait, c'est 1h30 de train. Ok. C'était quand même la grande aventure, tu vois. Enfin, tu sors de chez papa, maman et tout. Mais ça allait, c'était un truc sécurisé. Enfin, j'étais en internat. Ça, c'est un des trucs qui a C'est ce que joué j'allais aussi. te poser comme question. Et ça faisait partie de ta décision de, si tu partais, de faire le choix d'aller en internat? Bah, il fallait que je sois sur place. Je pouvais pas faire l'aller-retour, ça c'était sûr. Et Ouais. j'avais vraiment, enfin, je pense qu'à ce moment-là, j'avais vraiment envie de voir autre chose, tu vois, de vivre autre chose. Alors après, bon, ce qui était très difficile pour moi, c'est au niveau personnel, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée en prépa et à la fin de la semaine, j'apprends que mon frère a une tumeur au cerveau. Donc ça a quand même été très difficile à vivre et en ce sens-là, je peux pas dire avec que son entrée en ouais, vraiment, prépa. vraiment. C'est-à-dire, je rentre en prépa le lundi et le vendredi, au moment où je rentre, ma mère me dit bon, on a un truc à te dire, ton frère est malade, il a une tumeur au cerveau, il va devoir se faire opérer. Donc ça, c'était quand même hardcore. Et c'est en ça que je dis que j'ai pas eu la même prépa que tout le monde, parce que, enfin, moi, pendant mes 2 années de prépa, en fait, enfin, si j'avais un 2/20, je savais que c'était pas la fin du monde, parce qu'à côté de ça, j'avais mon frangin qui se battait, qui était entre la vie et la mort, quoi. Donc voilà. Mais quelque part, ça aide à relativiser, hein, soyons honnêtes. Quand t'arrives en prépa, d'une certaine manière, c'est un peu, tu mets que des premiers de la classe ensemble. Et oui. Donc, même si toi, t'as toujours été premier de la classe, quelque part, je pense que c'est moins difficile si t'as pas été premier de la classe, en fait. Bien sûr. Tu vois? Parce que t'as toujours été premier de la classe et t'arrives, en fait, t'es entre premiers de la classe. Donc, t'es pas forcément le premier de la classe. Et moi, je suis clairement pas la première. 30 premiers, quoi. Voilà. Alors, j'étais dans la première moitié de classe quand même. Ouais. Voilà. Mais clairement, j'étais pas première. La première, ça, ouais. ah Et non, alors, non, non. comment bon, alors tu nous as quand même expliqué que toi, c'était un contexte particulier. Voilà, c'est un contexte T'avais des choses d'un côté particulier. personnel qui étaient 1000 fois plus importantes que C'est ça. Donc, Donc, ce qui fait que, tu vois, bah, disons que, voilà, clairement, je sais que j'ai pas travaillé autant que j'aurais dû travailler si je voulais avoir des résultats en prépa, mais parce que juste, enfin, j'avais autre chose à faire, quoi. Enfin, je suis désolée, il y avait des choses plus importantes et donc c'est tout. Mais du coup, avec le recul, je me dis, je m'en sortais quand même plutôt pas mal, tu vois, parce que bon, voilà. Alors après, tu vois, si c'était à refaire, je garantis pas que j'irais en prépa quand même. Parce que, donc, première chose, la prépa, c'est un truc vraiment lycée. Enfin, tu vois, c'était dans un lycée, tu vis au rythme d'un lycée, enfin, c'est un lycée, tu vois. Donc, je pense que c'est très bien si t'as besoin, tu sais, d'être très cadré, genre, bah, il faut faire tel devoir pour demain, il faut faire tel truc pour demain, machin. Et si tu sais pas encore trop précisément ce que t'aimes, on va dire, tu vois. Mais moi, j'aimais pas la physique. Les sciences de l'ingénieur, j'ai pas aimé. J'adorais les maths, j'adorais les langues. Alors, j'avoue, en prépa, c'était cool. Il y avait les 2 heures de français philo de la semaine. J'adorais. Tu vois, parce que c'était un peu ma bulle d'oxygène. Enfin, franchement, je m'éclatais. Mais, avec le recul, il y avait plus de trucs que j'aimais pas que de trucs que j'aimais. Tu vois. Et ça,
En vrai, ça pousse un peu à réfléchir, tu vois? Ouais, Donc ouais, bien c'est sûr. pour ça que si c'était à refaire, j'irais pas forcément en prépa, tu vois? Ça, c'est pas alors que enfin, voilà, du point de vue, on va dire, purement scolaire, enfin, Faidherbe, ça a été super. Enfin, j'ai eu des alors bon, ma prof de sup, ça s'est pas super bien passé. Heu, Décidément. non, mais enfin, c'est des trucs bêtes, tu vois? Mais c'est du genre, enfin, je sais pas, il y avait quoi? Il y avait 3 classes de MPSI, et il y a une classe de MP étoile. Donc, tu vois, chaque classe de MPSI avait le droit à X places pour la MP étoile. Et puis, bah, dans ma classe, on était X plus 1 qui potentiellement aurait pu prétendre. Et donc, bah, elle a fait ce qu'il fallait pour que je ne puisse plus y prétendre, tu vois? Bon. Après, en vrai, vu la situation que je vivais personnellement, ça a été un mal pour un bien. Mais sur le coup, tu le vis pas très, très bien, tu vois? Tu comprends pas très bien pourquoi c'est toi qui dois laisser ta place, quoi. Donc j'ai fait MPSI, MP et ensuite j'ai refait ma 2e année et je suis passée en MP étoile cette fois. Et pourquoi du coup, tu as fait, 5 À cette époque, quel concours tu visais? À cette époque, je savais déjà très bien que je n'aimais pas la physique, que je n'aimais pas la science de l'ingénieur, donc je n'allais pas faire ingénieur. Quand tu enlèves les concours d'école d'ingénieur, il reste quoi? Mais Les oui, ENS. exactement, ouais. Voilà. Et en fait, donc j'en avais parlé, avec mes enseignants de prépa. Je leur avais dit: «Mais moi, en fait, j'aime pas la physique, j'aime pas les sciences de l'ingénieur, enfin, moi, j'aime les maths et les langues et puis le français, la philo», enfin, essentiellement, j'aimais tout ce qui était littéraire et les maths. Donc ça, c'était ce qui m'avait décidé en terminale à partir dans des études scientifiques. Parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre des langues tout seul que de faire des maths tout seul. Bien sûr. Donc ça, c'est pourquoi j'ai fait des études scientifiques et pas des études littéraires. Et maintenant, en prépa, bah voilà, si vous enlevez le fait que la physique, j'aime pas, les sciences de l'ingénieur, j'aime pas, ce qu'on nous raconte un peu aux portes ouvertes des écoles d'ingénieurs, ça m'intéresse pas. Par contre, l'ENS, ça a l'air marrant. Parce que, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, bah allez, on va essayer les ENS, quoi. OK, donc l'école normale supérieure, c'est à des journées portes ouvertes que tu en as entendu parler? Non, c'est par les profs de prépa, Par les profs de justement. prépa? C'est par les profs de prépa qui m'ont dit: «Non, mais enfin, si vous aimez juste faire des maths et des langues, en fait, il faudrait que vous alliez à l'école normale». D'accord. Moi, je les ai regardés comme ça. L'école quoi? «Oui, mais ben, les écoles normales supérieures, il faut forcément que vous alliez en classe étoile». Bah d'accord. J'ai toujours cette attitude de ben d'accord, moi, quand on me dit: «Il faudrait faire ça», je dis: «Bah OK». Enfin voilà, et puis après on avise, hein, c'est pas donc arrivé donc fin de l'année, les fameux devoirs classants, dirons-nous, font Ouais. que, par le biais des jeux de coefficients, ah! Je ne peux pas prétendre à la classe étoile. Bon, bah, c'est pas grave, je vais en MP. Là, franchement, je suis tombée sur on parlait de rencontres, ça a été une de mes premières rencontres. Ma D'accord. prof de maths de MP2, madame Lepez. Ça a vraiment été une de mes rencontres parce que humainement, elle était incroyable. Enfin, je veux dire, vu la situation que j'ai vécue, enfin, mon frère est décédé pendant mon année de MP, elle a été incroyable. Elle a vite compris que la personne qu'elle avait devant elle, ça avait l'air d'être un sacré numéro parce qu'en maths, enfin, c'était vraiment mon truc. Et mon prof de physique de l'époque a vraiment été super parce qu'il a réussi à faire en sorte que je ne sois pas trop dégoûtée de la physique pour la Mmh. travailler en vue des concours. OK. Ce qui était quand même un tour de force vu que j'étais écœurée de la physique depuis la première. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Donc cette année de MP, finalement, elle a été hyper salvatrice. À tout un tas de points de vue. En fait, c'est une bonne chose que je sois allée en MP plutôt qu'en MP étoile. Donc comme quoi, des fois, un truc dont on a l'impression qu'en fait c'est un échec, au final, avec le recul, ça se révèle être la bonne chose à faire. Ouais, Parce que ça a été complètement. une année où d'un coup, je me suis retrouvée tête de classe. Et oui. Donc déjà, franchement, ça fait du bien à l'ego. Exactement, ça booste, Voilà. hein, ça joue, hein. Non, ça joue. Et puis, voilà, quand vous traversez des trucs difficiles à côté, avoir des gens sur qui vous savez que vous pouvez compter, bah, en vrai, ça change tout, quoi. Donc ça a vraiment été une année un petit peu, de, je vais pas dire d'hibernation parce que c'est pas vrai, je travaillais. Je peux pas dire que je travaillais pas. Mais ça a été une année où, je me suis un peu remise en selle, dans le sens où voilà, j'étais pas, tout le temps à devoir lutter pour rester dans la première moitié de classe comme Eh je oui. pouvais. C'est-à-dire que quand je travaillais, bah, j'étais dans les 5 premiers. Donc ça, c'était quand même, même en physique, j'arrivais à avoir des bonnes notes, Mmh. ce qui était quand même quelque chose, quoi. Donc et ça m'a aussi du coup, permis de me conforter dans l'idée qu'en fait les maths, c'était cool. C'est-à-dire que les DM, fallait réfléchir. C'était pas juste recracher des formules, c'était pas juste recracher des trucs. Fallait réfléchir, fallait un petit peu s'interroger sur ce qui se passait et tout. Et madame Lepez, elle a été géniale parce que du coup, elle me donnait des DM plus, on va dire. C'est-à-dire, elle Mmh. me faisait faire des exos en plus, mais en fait, pour que j'aille plus loin.
Et ça, c'était génial parce qu'elle avait compris que voilà, il fallait me donner des trucs à manger, quoi. Ouais. Et franchement, ça a un peu été une planche de sauvetage pour moi, ces cours de maths pendant cette année-là. Donc ça a vraiment été ma première rencontre. Et après, c'est toi qui as demandé comment t'es passé de MP à MP étoile Donc sur après, ta ce qui s'est deuxième année? passé, c'est que donc fin d'année, voilà, j'ai pas eu les ENS, hein, ça, on s'y attendait, dirons-nous. Et donc se pose la question de qu'est-ce que je faisais l'année d'après. Donc j'en ai discuté justement avec ma prof de maths qui m'a dit non mais alors déjà il y a 2 choses. La première, c'est que je trouve que ce serait du gâchis que tu retentes pas parce que tu as quand même eu une année très difficile. Donne-toi les moyens dans une année plus normale, on va dire. Ouais. Elle fait 2 IO. Pour moi, ça a toujours été une erreur d'aiguillage que tu arrives dans ma classe. J'en suis très heureuse, mais pour moi, tu aurais dû aller en MP étoile. Donc tu demandes 5,5 mais en MP étoile. Donc Déjà c'est ce ça, que j'ai un fait. prof qui arrive et qui te dit ça, Mmh. c'est pareil, hein, en termes Ah oui, de oui, oui. pour te booster, pour avancer, C'est clair et tomber net, sur hein. quelqu'un qui croit en toi, ça fait toute la différence, hein. Ah bah oui, et ça, c'est hyper important. Moi, je pense que, il y a eu quelques rencontres comme ça et ce qui a fait la différence, c'est qu'eux croyaient en moi au moment où moi, je n'y croyais pas. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un petit peu ce syndrome de l'imposteur très marqué, et ben, je me suis toujours dit: «Mais en fait, est-ce que je suis vraiment à ma place, quoi?» Et en fait, le fait d'avoir des gens externes qui connaissent pas toute ta vie, justement, qui te disent: «Non mais attends, tu es complètement légitime là, fonce!» Et en fait, ça a souvent été comme ça des petits déclics. On verra dans la suite de mon parcours, j'en ai eu d'autres comme ça aussi. Mais ça a été le premier vrai déclic quelque part. Donc 2001-2004, tes Mmh, 3 années de prépa. c'est À ça. la fin de ta MP étoile, Mmh. malheureusement, ça je crois que ça a pas marché Bah encore, non. le concours. Ouais, alors Et donc là malheureusement, heureusement, c'est là, ouais, voilà, c'est ça. c'est Sur toujours le le coup, truc. malheureusement mais Voilà, sur après, le vu la coup, suite pas admissible aux ENS. Le truc que j'ai pas très bien vécu sur le coup, puis maintenant j'en rigole, c'est que j'ai pas été admissible à Polytechnique à 2 places. ah ouais, ça Voilà, pique un peu, ouais. merci la physique. Eh oui. Mais après, voilà, bon, j'ai eu certaines grandes écoles, donc du coup, se pose la question de je fais quoi? L'été 2004 a été difficile parce que moi, je voulais pas être ingénieure, mais tout mon entourage voulait que je sois ingénieure parce que tu comprends, c'est une grande école. Mais moi, je voulais pas. Et en fait, la seule personne qui m'a soutenue, c'était ma maman. Parce qu'elle, de toute façon, elle me dit: «Moi, j'y connais rien. Si tu me dis que c'est ce que tu veux pas faire, je te fais confiance». Mmh. Et donc j'ai passé d'un point de vue personnel un été à me battre avec des gens pour leur expliquer que non, je ne voulais pas faire ingénieur. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça? Parce que donc quand on a eu les résultats d'admissibilité, notre prof de maths P, ouais maths P, c'est ça, de MP étoile là, notre prof de maths nous a reçus, tu sais, pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on envisageait de faire. Moi, je lui dis: «Mais moi, je veux pas faire ingénieur». Il me fait: «Non, mais vous, mademoiselle Abdelatif, c'est très simple. Vous allez aller faire le magistère de maths d'Orsay et vous ferez le concours 3e année Cachan». Donc là, c'est beaucoup trop d'informations d'un coup, tu vois? Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» Waouh! Attends, c'était ton Donc prof de maths de l'époque, c'est ça qui ouais, t'a dit ça? ouais, monsieur Woods, c'est voilà, monsieur Woods et madame Lepez, c'est les 2 profs de ma prépa que je remercie dans ma thèse parce qu'ils ont vraiment eu cette influence-là sur mon parcours, tu vois? Madame Lepez de me dire: «Non, mais attends, tu es complètement légitime, en fait, tu aurais dû aller en étoile», et Mmh. monsieur Woods, ce prof d'étoile, qui me dit: «Non, mais en fait, tu as une étoffe de mathématicienne», c'est ce qu'il me disait sans le dire, tu vois? En me disant que, Ouais. voilà, tu vas aller au magistère de Maths d'Orsay, ensuite tu intégreras le NSCH en 3e année. En gros, ce qu'il me disait, c'est: «Oui, tu es faite pour ça, mais pas par cette voie-là, quoi». Donc mais sur le coup, moi, j'étais là: «C'est quoi magistère? C'est quoi machin?» Ouais, bien Donc sûr, ça fait beaucoup de qu'est-ce qu'un nouvelles infos. magistère? Donc en fait, il y a les cursus universitaires classiques, dirons-nous. Donc on fait de la licence, on fait le master, on fait le doctorat. Mais en fait, dans certaines universités, telles que alors maintenant ça s'appelle Paris-Saclay, à l'époque ça s'appelait Orsay, Mmh. Grenoble, Strasbourg, où est-ce qu'il y a ça encore? Rennes, je crois bien. Ils ont, j'avais envie de dire, des parcours étoiles, qualifions-les comme Ouais, c'est un ça, peu ça, ouais. voilà. Où en fait, donc tu fais le cursus classique de licence et de master, mais tu as des cours en plus. Tu as des exigences en plus, en fait, pour valider, ce qui s'appelle un magistère. Donc ça te donne, voilà, une mention supplémentaire à la fin. Et donc l'intérêt, en fait, c'est que tu as un bagage mathématique quelque part qui est plus solide. Et dans le cas du magistère que moi j'ai fait, ce qui était très chouette, donc c'est qu'on avait ces cours en plus. On avait des exigences de validation qui étaient, il fallait avoir au moins une certaine note, en licence et au moins une certaine note en M1 pour valider l'année de Ouais. magistère. Tu vois? Tu pouvais pas valider en seconde session à 10, quoi. Et en plus de ça, en première année de magistère, donc ce qui correspondait au L3, on avait 2 choses. On avait un TER,
Donc un TER, c'est ce qui préfigure un petit peu le mémoire de M1, c'est-à-dire c'est un petit projet bibliographique qu'on fait sous la direction d'un enseignant-chercheur ou d'un chercheur. Et on avait un stage dans un laboratoire. Alors ça devait être un stage pas dans un labo de maths. C'est-à-dire pour voir comment les maths servent en fait à faire autre chose que des maths. Donc c'était un premier pied en fait dans le monde de la recherche. Donc ça c'est des trucs qui sont vraiment très chouettes en fait que ces formulations de magistère permettent d'offrir en plus par rapport à un cursus plus classique. Alors maintenant, l'équivalent du TER, là, du petit projet, ça existe dans les licences classiques. Et moi, j'encourage les gens, si vous êtes à Bac+3, là, si vous êtes en licence de maths, même si vous vous dites pas, je veux faire chercheuse, faites ce petit mémoire projet, je sais pas comment ça s'appelle. Parce qu'en fait, ça vous ouvre des perspectives Bien sûr, ouais. que vous n'imagineriez même pas. Même si vous savez que vous voulez enseigner à tout prix, en vrai, ça vous apporte une culture mathématique, ça vous apporte une méthodologie que vous ne développerez pas dans un autre module. Donc vraiment, c'est quelque chose de très formateur. Et par curiosité, ton stage dans un labo extérieur, ça a été en quoi? EDISAN, c'est le laboratoire d'écologie de la fac d'Amiens. D'accord. Donc mon stage a été un stage maths éco. Eh ben. Voilà. Et c'était Ok. super chouette. Franchement, c'était super chouette, mais ça m'a convaincu que les maths applis, c'était pas pour moi. C'est vrai, hein, c'est terrible. Hein. Alors, donc ce qu'il faut savoir, donc pendant la prépa, on aborde différents types de maths, et il y a un truc qui s'appelle les groupes. Alors, pour les gens qui savent pas ce que c'est un groupe, en fait, c'est un truc que vous manipulez, vous savez juste même pas que vous le manipulez. Je vais vous donner 2 exemples très concrets, d'accord? Les nombres entiers. Bien les nombres entiers, on aime bien. Alors, je prends les nombres entiers positifs et négatifs. Hein. D'accord? Bon, on aime bien, on sait les Donc additionner. les nombres entiers, les nombres sans virgule, quoi. 1, Voilà, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 5, et puis moins 12, moins 27, moins exactement. 42. Donc, quand vous additionnez 2 nombres comme ça, bah, vous avez encore un nombre entier. Hein. D'accord? Il y a un nombre, le 0, on l'aime bien parce que bah, n'importe quoi plus 0, bah, il se passe rien, ça fait n'importe quoi. Et pourquoi je vous ai dit les nombres négatifs aussi? Parce qu'on a du coup cette petite chose qui est que si vous choisissez votre nombre entier préféré, 42, bah, vous allez pouvoir trouver un autre nombre entier, tel que quand vous faites 42 plus ce nombre, ça fait 0. Alors ça, vous pouvez pas le faire avec les entiers positifs, hein, puisque 2 nombres positifs, quand vous les additionnez, ça fait un nombre positif. Mais avec les entiers négatifs, et en fait, c'est pour ça qu'ils ont été fabriqués, vous pouvez avoir retour à 0 quelque part. Vous avez plus 42, bah vous faites plus moins 42. Le moins 42, en fait, il est défini comme le nombre, tel que quand je l'ajoute à 42, ça fait 0. Bon. Exactement. Ça a l'air d'être un ensemble pas trop méchant, dirons-nous. Enfin, on comprend un petit peu ce qui se passe. Bon. Et puis, changement de monde, allez. Je vous ai dit que j'aimais pas la géométrie au lycée. Voilà, je vais parler de la géométrie du lycée. D'accord? Donc, quand vous êtes dans le plan, vous prenez une feuille de papier, puis vous pouvez faire bouger les objets sur votre feuille de papier en les faisant glisser d'un point à un autre. D'accord? Si je formalise ça en termes mathématiques, je dirais que je fais une translation. D'accord? Je translate, comme en français, translater un objet, c'est vous le faites glisser dans une direction jusqu'à un certain point. Bon, bah, vous pouvez composer des translations, c'est-à-dire vous en faites une première, puis une deuxième. Puis vous vous rendez compte qu'en fait, c'est comme si vous aviez fait une seule translation. D'accord? Puis si vous faites une translation dans un sens, ben en fait, il y en a une qui va vous ramener à votre point de départ. Bon. Puis il y a une translation qui est juste, bah, je fais rien. Cette translation-là, si je la compose avec n'importe quelle autre translation, bah, c'est comme si j'avais juste la deuxième translation. Je translate de rien. Je translate de rien, c'est exactement ça. Je ne bouge pas. Voilà, j'ai travaillé, je n'ai pas bougé. Très, très difficile. Donc voilà, donc vous voyez, ces différents mondes-là, on repère quand même des points communs d'objets qui servent à rien faire, d'objets qui permettent de revenir au point de départ. Et en fait, la notion de groupe, bah, c'est une manière de formaliser ces structures. C'est ce qu'on appelle une structure algébrique. C'est-à-dire, c'est une espèce de modèle, en fait, qui vous dit, bah voilà, si vous avez un ensemble sur lequel vous pouvez mettre une loi, c'est-à-dire une recette de cuisine qui, à partir de 2 objets de l'ensemble, vous permet de construire un troisième, qui a certaines bonnes propriétés, comme celle qu'on vient de dire, alors vous avez un groupe. Et en fait, dès que vous savez que vous avez un groupe, il y a des trucs qui vont être automatiques. Et ça, c'est quand même assez fou parce que vous vous dites que juste avec ce modèle, d'accord, et donc avec tous les automatismes qui en découlent, vous allez pouvoir comprendre des objets géométriques, les translations, puis vous allez pouvoir comprendre de l'arithmétique, les nombres entiers, juste avec une structure un peu uniforme. Et ça, pour moi, ça a un peu été une espèce de révélation en prépa. La première fois que j'ai vu ça,
ça m'a paru mais tellement naturel. Enfin, je sais pas, ça me parlait, quoi. Et ça se voyait dans mes résultats de toute façon, parce que dès qu'on avait un devoir ou une interro sur ces trucs-là, je cartonnais. Je sais pas, moi, ça me paraissait naturel comme truc, quoi. Voilà, je me dis déjà, ouais, ça a l'air marrant. Après, je vous ai dit, en terminale, les congruences, j'avais kiffé, mais vraiment, j'avais trouvé ça trop cool. Ouais. Donc, on voit que je m'orientais plus vers des trucs un peu abstraits quand même déjà, hein. Puis même très algébriques. Et à contrario, dès que c'était des choses plus, on va faire des résolutions d'équations un peu hardcore, ça me plaisait moins. Je le faisais, hein, mais j'aimais pas trop. Et moi, j'ai compris que, en fait, voilà, les maths appliquées à l'écologie, ouais, je comprenais comment ça fonctionnait, j'étais capable de faire des trucs, mais ça me faisait pas vibrer, quoi. Alors que le projet que j'avais fait, là, mais je m'étais éclatée, là, le petit mémoire. Ah là, pour le coup, c'était abstrait au possible, mais je m'étais éclatée. Donc, voilà, c'est comme ça aussi un petit peu que les goûts s'affinent, si vous voulez. C'est en faisant des choses, vous vous rendez compte est-ce que vous les aimez ou est-ce que vous les aimez pas. Donc, ok. Et donc, tu arrives à la licence de mathématiques à l'université d'Orsay, qui maintenant s'appelle Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est ça. Donc, on est en 2004, c'est l'année 2004 à 2005. Et donc, par curiosité, donc là, on sait pourquoi tu y es retournée. Tu avais en tête ce projet que le prof t'avait dit, là. C'est ça. Mais comment s'est passée ton arrivée à la fac ? Parce que tu venais quand même de la prépa. La prépa, c'est un fonctionnement particulier. La fac, c'en est un autre. C'est ça. Donc, comment ça s'est passé ? Quelles différences t'as trouvées et comment tu les as vécues ? Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que j'arrivais pas dans n'importe quelle fac. Ouais. J'arrivais dans le magistère de maths d'Orsay, qui en fait, les 2/3 de son effectif, c'est des gens qui arrivent de prépa. Oui, c'est vrai, Chloé nous Donc déjà, ça, c'est un truc. Et ensuite, quelque part, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser de questions, parce que la quantité de travail qu'on nous demandait était hyper importante. C'est-à-dire qu'en fait, les cours allaient vite. C'est-à-dire qu'il y avait des notions, moi je les connaissais pas, et en fait, partie du principe que c'est bon, on le connaissait. Et donc, il a fallu manger une quantité de maths assez impressionnante en un temps relativement court. Alors après, aussi parce que, voilà, moi, j'avais besoin de vraiment comprendre. C'est-à-dire, je pouvais pas apprendre juste comme ça. J'avais besoin de vraiment comprendre ce qui se passait. Et donc, du coup, en fait, il y avait une quantité de travail. Donc, le rythme pris en prépa de dire, voilà, tu rentres, tu travailles, le week-end, tu fais ton planning comme ça. En fait, j'ai gardé ce rythme-là. Ouais. J'ai gardé ce rythme-là. Et je pense que c'est la différence majeure qui explique les écarts de résultats entre les gens qui arrivaient de la fac et les gens qui arrivaient de prépa. C'est qu'en fait, au niveau bac+3 à Orsay, il y avait un vrai gap. Et ça, moi, je le constate dans toutes les universités depuis. Hein. En fait, on a le L1, L2, et ensuite, il y a un petit gap pour le L3. Puis ensuite, il y a un gap pour le M1. Et ce gap était moins difficile pour les gens qui arrivaient de prépa parce qu'en fait, on avait déjà un rythme de travail qui faisait qu'on pouvait absorber ce gap. Ouais. Là où, et je pense si j'étais allée par la fac, en fait, le piège dans lequel je serais probablement tombée, si j'étais restée dans une fac, on va dire, standard, c'est qu'en L1, L2, j'aurais pas eu besoin de trop forcer pour être encore tête de classe, et que d'un coup, je serais passée en L3 où là, il aurait fallu fournir quantité de travail. Et après, ayant jamais travaillé, c'est compliqué. Ça, je suis d'accord avec toi que le plus tôt, le mieux, ça c'est vrai. Mais après, je reste quand même persuadée que tout le monde, à un moment dans son parcours, a ce fameux gap. Oui, que tu on est d'accord. Moi, je l'appelle la claque. Tout le monde a cette claque qu'on se prend à un moment. Alors, certains, c'est au lycée, certains, c'est en prépa, certains, c'est en master. Ça dépend vraiment des gens. Puis il y en a, c'est beaucoup plus tôt. Hein. Il y en a, ils se la prennent en fin de primaire. Beaucoup plus tôt, exactement. Mais je pense qu'elle est nécessaire, encore une fois. Exactement. Parce que cette claque, cette grosse claque qu'on se prend, ça veut pas dire que plus tard, on n'aura plus jamais de difficultés, mais c'est celle qui nous donne les outils, les ressources pour que les difficultés qui arriveront par la suite, on les fera beaucoup plus vite et exactement ça. Beaucoup mieux. Et qu'on sache ce que c'est une difficulté, en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense au plus tôt au mieux. Et quelque part, j'ai envie de dire, un gamin qui n'a pas de difficultés scolaires, mettez-le dans des activités autres, où il va rencontrer des difficultés. Parce qu'en fait, moi, je pense que si j'avais pas eu les difficultés que j'ai rencontrées, par exemple, au judo ou d'un truc comme ça aurait été hyper difficile à vivre, d'arriver et d'un coup, après 16 ans à rien faire ou 17 ans à rien faire, me dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Oui. C'est hyper difficile à vivre. D'accord ? Et je pense qu'au plus tard, on se prend cette première claque, ou au plus tard, on se prend ce gap, au plus difficile, c'est de le gérer, en fait. Donc, Et donc, donc du coup, toi, t'as... en fait, moi, je vais dire... sur un rythme de travail... Ah ouais, j'ai bossé comme une malade, mon année L3. En fait, j'avais une espèce de volonté de revanche, parce que j'avais eu ces 3 ans où, pour des raisons personnelles, ça avait été hyper compliqué.
Enfin, je veux dire, j'avais eu un deuil à faire que j'avais pas vraiment fait. Enfin, c'était très difficile. Et donc, quelque part, pour moi, c'était une espèce de nouveau départ. Me dire, OK, je vais me donner les moyens cette fois. C'est-à-dire, j'ai pas eu NS par la prépa parce que j'ai pas pu m'en donner les moyens. Je vais me donner les moyens et je vais voir du coup si ça marche. Donc, je suis arrivée en L3, mais je bossais comme une malade. Enfin, c'était... je pense pas que j'avais besoin de bosser autant, au sens où j'aurais pu avoir d'excellents résultats sans bosser autant. Mais en fait, j'avais besoin de me prouver que j'avais une vraie capacité de travail. Que dans des conditions optimales où tu travailles, où tu es à fond, entre guillemets, voir ce que tu es capable de faire. C'est ça. Et en fait, j'ai vraiment pris plaisir à travailler parce que je découvrais des maths dont j'avais même pas idée que ça existait, quoi. Ouais. Maintenant, ça me paraît évident. Mais à l'époque, j'étais là genre, oh, mais c'est quoi ça? Ah, mais c'est encore des maths différentes. Ah, mais encore des maths différentes. Enfin, c'était un émerveillement, le truc, quoi. Ok. Et donc, 2005-2006, naturellement, tu vas... Alors, attends, sur ton CV, j'ai vu qu'il y avait écrit maîtrise. Sérieusement, c'était toujours la maîtrise à l'époque? C'était la dernière année. Année. Ça m'a vraiment étonnée quand je l'ai vu. Voilà, je suis la dernière génération à avoir une maîtrise de mathématiques. Juste pour préciser, parce qu'il y a eu une réforme qui a uniformisé le système post-bac européen. Et donc, c'est comme ça qu'on a le système LMD que j'ai expliqué, licence, master, doctorat. Et à l'époque, c'était maîtrise qui correspond au M1. C'était 2 diplômes séparés, le M1 et le M2. Voilà. Là, tu étais en maîtrise, donc, comme tu dis, c'était la dernière année avant que ça devienne un M1. Ouais. Et donc, c'est l'année où tu as passé le concours? C'est l'année où j'ai passé le concours. D'accord. C'est l'année où j'ai passé le concours. Déjà, juste pour revenir sur la maîtrise, je sais qu'il y a des endroits où dès le M1, on commence un petit peu à choisir le type de maths qu'on va faire. Est-ce que c'était le cas pour toi? Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu avais choisi comme orientation? Même si on en a une petite idée. Spoiler, c'était pas les maths applis. Alors, effectivement, c'est un des endroits où, en fait, au second semestre, tu peux vraiment donner une coloration très marquée à ton CV. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu veux donner la coloration que je souhaitais donner, qui était une coloration arithmétique algébrique, soit donc, si je dois dire de manière un peu moqueuse, les maths les plus inutiles qu'ils soient, on t'explique que ce serait quand même peut-être bien que tu essaies de voir s'il n'y a pas des maths plus utiles qui te plairaient plus, tu vois. Et donc, oui. Donc, c'est un des endroits où tu pouvais donner une coloration, mais en fait, la coloration, j'avais déjà commencé à la donner dès le L3 par le choix de mon projet de mémoire. Donc, le fameux TER, là. Ce TER, très franchement, ça a aussi été, tu vois, on parlait de rencontres déterminantes. C'est là où je me suis dit, je veux être comme elle. Ah oui? C'est mon encadrante de mémoire de L3. Ça a été une révélation. J'ai eu 2 révélations l'année de L3. La première, c'était mon enseignant du cours d'algèbre. Je me suis dit, oh là là, mais ce serait tellement bien si je pouvais faire une thèse avec lui. Oh là là. Mais je savais pas trop ce que c'était une thèse, mais j'avais compris que c'était le truc qu'il fallait faire, donc ok. Et ce prof, mais il était incroyable. Il avait l'air super fort, il était super gentil, il expliquait trop bien. Et les maths qu'il racontait, elles étaient géniales. Donc, je savais pas si c'était les maths qu'il faisait, mais je me suis dit, oh, quand même, ça doit être bien d'avoir comme directeur de thèse. Non, mais rêve pas trop, ma fille. Spoiler, ça a été mon directeur de thèse. Ah, trop bien. Oui. Trop bien. Et la deuxième rencontre que j'ai fait cette année-là, c'est pour le mémoire de magistère, là, où en fait, je savais pas trop quel sujet. Et je passais beaucoup de temps au secrétariat à l'époque. La secrétaire était adorable, vraiment, c'était génial. Et elle m'a mise en contact avec une enseignante chercheuse du labo qui, a priori, voulait proposer un mémoire de M1, mais elle trouvait personne. Et donc, elle m'a designé un mémoire de L3. Le sujet du mémoire, c'était comprendre l'énoncé d'une conjecture. Donc, la conjecture en question, pour les gens qui connaissent un peu, c'est la conjecture de Birch-Sunnerton d'ailleurs, qui est toujours irrésolue à ce jour, qui est un des gros problèmes. Si vous la résolvez, vous devenez très riche. Je dis ça comme ça. Et donc, en fait, le truc, c'est que cet énoncé-là, si vous avez jamais vu, vous avez l'impression que c'est une suite de signes cabalistiques. Vraiment. Avec des lettres russes, enfin, c'est très joli, c'est vraiment très joli. Si vous avez la curiosité, vous tapez conjecture de Birch-Sunnerton d'ailleurs sous Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, ou sur Wikipédia directement, hein, et vous allez voir, c'est une très jolie formule, qui signifie quelque chose. Hein. Et le but du mémoire, c'était comprendre les différents objets qui interviennent. Donc, en fait, c'était un moyen de découvrir plein d'aspects de l'arithmétique, de la théorie des groupes, de la géométrie algébrique, donc ces différents pans des maths dites fondamentales. Et puis de voir aussi un petit peu ma capacité de travail solitaire, on va dire, entre guillemets. Et l'encadrante que j'avais, mais enfin, c'est mon idole à ce jour. Hein.
Mais enfin, vraiment, cette nana-là, à la fin de mon mémoire, je dis, mais je veux être comme elle. Juste, elle est parfaite. Enfin, tu vois, c'était professionnellement, elle était géniale et humainement, il y avait quelque chose. Je me disais, mais enfin, ouais, moi, c'est ça que j'ai envie d'être, quoi. Et je pense que c'est là où je me suis dit, ok, finalement, c'est une carrière que je pourrais envisager, enseignant-chercheur, tu vois. Parce Ouais. que, enfin, ouais, ça avait l'air trop bien ce qu'elle faisait dans la vie de tous les jours, tu vois. Enfin, je la voyais et quand j'allais dans son bureau, j'étais, ah, mais moi, j'ai trop envie de faire pareil, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Enfin, donc ça a C'était vraiment concret, été, c'était personnifié, oui, en elle et c'est ça. concrètement, Et puis des c'est fois, on en parlait, tu vois? Elle me disait, voilà, ce qu'elle faisait. On me disait: «Ah bah non, cette semaine, je suis pas là, je suis en conférence». Je disais: «Ah, c'est quoi une conférence?» Donc elle te racontait ce mmh, que c'est une conférence, tu vois? Et ouais, donc c'est là où la première fois, j'ai été en contact, en fait, avec le monde vraiment de la recherche. C'est mmh. avant le fameux stage dont on a parlé, hein. Mais c'est aussi cette personne-là qui a été un vrai déclic pour moi. Et elle a rejoint un rôle de déclic en M2, on en reparlera un petit peu dans pas très longtemps, je pense. Elle a aussi été un déclic pour moi un peu plus tard. D'accord. Donc du coup, arrivé en M1, bah oui, moi je voulais faire ce genre de maths-là, voilà, de l'algèbre, de l'arithmétique, de la géométrie. Mais donc ça veut dire que cette année-là, en parallèle de tes cours, tu Mmh. préparais le concours, de Oui, l'école normale, pour l'intégrer. Donc c'est un concours un peu à part qui fait qu'on intègre l'école en cours. c'est ça. Pour le concours d'entrée en troisième année tel que je l'ai passé, il y avait des épreuves de maths, une épreuve de français, et après à l'oral, tu avais maths, anglais, entretien. Pas de physique, pas de Oui, sciences de oui. l'ingénieur. Oui. Et donc alors donc 2006, donc Mmh. tu réussis ton concours J'y et donc arrive. tu y arrives, finalement, Ouais, ouais, ouais. J'y croyais pas, hein, j'y par le croyais tellement chemin, pas. c'est vrai? Ouais. Tu as Ah ouais, non, j'étais sûre que je l'aurais pas. Je le passais, mais j'étais sûre que je l'aurais pas. Donc déjà être admissible, j'étais là: «Waouh!» Je suis sortie de là en me disant que je ne l'aurais pas. De toute façon, c'est récurrent chez moi, hein. Je sors des trucs en me disant que de toute façon, je me suis plantée et que j'y arriverai jamais, donc voilà. Et donc quand j'ai reçu le mail, ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai pu aller à Cachan avec 2 copains, donc ça, c'était trop bien. mmh. Ça, c'était vraiment chouette. Mais tant que j'étais pas, sur le site, j'avais du mal à réaliser que ça y est, j'étais normalienne, quoi. Et pour moi, c'était important parce que j'étais payée. Et oui, C'est bête, hein, ça mais ça en fait, fait j'ai toujours été boursière ça et fait une sacrée différence. ah bah oui, 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 parce que quand tu es boursière, Crous échelon plus plus là, que tu comptes tes sous et d'un coup on dit: «Tiens, voilà des sous pour faire des études», Et oui, c'est non, ça change ça la vie, change quoi. tout. Mais bien sûr. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est ouais, sûr. ouais. Et quand tu es arrivée là-bas, donc tu es arrivée c'était ton année de préparation à l'agrég. Voilà, la prépa grecque, c'était une année à part entière, tu vois? Mais quand Mmh, même, l'agrégation, à la base, c'est un concours pour être prof en collège, lycée ou mmh, en classe préparatoire. mmh, mmh. Est-ce que quand tu l'as passé, il y a quand même une partie de toi qui se disait: «Bah, peut-être que je l'utiliserai» ou vraiment non, c'était tu l'as passé parce que tu devais la passer et point, quoi? Je peux pas dire qu'il y a une partie de moi qui se disait pas que j'utiliserais parce qu'il y a une partie de moi qui se disait que de toute façon j'arriverais jamais à être enseignant-chercheur. Donc disons que je l'ai passé parce qu'à Orsay, ils m'ont dit: «Passe la grecque, c'est important». Parce que petit 1, c'est ton assurance chômage. Parce que si tu as la grecque, bah, voilà, tu pourras toujours prendre ton poste et enfin, voilà, c'est bien comme métier d'être enseignant en collège, en lycée, voire en prépa si tu as le classement et les épaules pour, tu vois? Enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi. Mais c'est aussi ton assurance de si la thèse se passe mal, si tu galères à trouver un poste, si tu te rends compte que la recherche, c'est pas pour toi. Mais donc ça, c'est le 1er pan. Mais il y a un 2e pan qui est méconnu, c'est que la grecque, c'est aussi une ouverture de certains postes. C'est-à-dire qu'il y a des postes qu'on appelle les postes de Prague, professeur agrégé, et leur version normalienne, AGPR, agrégé préparateur, qui sont uniquement pour des gens qui ont l'agrégation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'agrégation, vous ne pouvez pas avoir ces postes. Les postes de Prague, c'est des postes d'enseignants dans le supérieur, c'est-à-dire c'est comme les profs de collège et de lycée, mais à l'université. Et les postes d'AGPR, c'est des postes pour des gens qui ont une thèse, et la grègue, c'est des postes d'enseignants-chercheurs dans les écoles normales supérieures. Et bah ça, c'est accessible que si vous avez la grègue. OK. Et donc ton M2, Oui. heu, tu l'as fait à Orsay, il me semble Ah bah avoir oui, deviné. Tu es oui. repartie parce Ouais. que donc ça c'est comme alors c'est comme le NS Paris où le M2 ne se fait pas sur place, il se fait dans d'autres universités? Alors non, parce qu'ils ont leur propre M2 Ah, aussi. ils ont Ils ont leur propre M2 notamment aussi. un master vision apprentissage, un truc comme ça. Oui, oui, oui. Heu, ils ont leur propre M2. Par contre, le contrat moral que tu passes avec, le NS quand tu rentres sur le concours troisième année là, comme je l'ai fait, Ouais. c'est que tu t'engages à faire au moins une de tes 2 années dans une formation de l'ENS. Du coup, j'ai fait ma prépa agrég à Cachan et ensuite je suis allée faire mon master à Orsay
OK. pour finir aussi mon magistère, tu vois? Ça correspondait à la 3e année de magistère. D'accord. Donc, OK. donc oui, Et donc tu retournes à je Orsay en retourne à la 2016 maison, voilà. et donc là, tu suis le M2 spécialité arithmétique, géométrie et analyse et donc à ce stade, tu es tou je pense que tu es toujours dans l'optique de pourquoi pas la recherche? Ouais, à ce stade, je suis dans l'optique, je veux faire une thèse. Je savais pas D'accord, trop pour, une thèse. tu vois, en me disant: «Bah, pourquoi pas enseignant-chercheur derrière?» mais sans trop y croire, tu vois? C'est-à-dire Ouais, que, ouais. voilà, j'étais convaincue que j'étais pas au niveau. Ah, Voilà, ça revient souvent. voilà. Donc en me disant: «Non, mais je suis pas au niveau, mais c'est pas grave, j'essaye». Tu vois? C'est un peu ce truc, bah, OK, allons-y, quoi, après tout, j'ai rien à perdre. Donc tu voulais, faire une thèse à ce moment-là. Oui, Est-ce que donc 2008, je spoil, 2008-2011, doctorat, donc tu as c'est ça, réussi. c'est ça. Donc sous la direction de Guy Héniard, c'est Mmh, ça? c'est ça. Et donc le titre de ta thèse était, Autour des représentations modulo P des groupes réductifs p-adiques de rang 1. Mmh. donc avant que tu nous expliques un peu plus, ce Mmh. que tu as fait, est-ce que tu peux nous dire comment le projet s'est monté? Oui, Comment bien comment tu sûr. t'es Alors ça, je peux retrouvée tout à là-dessus? fait. Parce qu'en plus, ça fait le lien avec ce que je te disais tout à l'heure, parce que c'était Guy Héniard, mon prof d'algèbre en L3, qui faisait des cours incroyables et moi, j'étais là: «Oh là là, non mais jamais il acceptera d'être mon directeur de thèse». Et en fait, on parlait de rencontres, tu vois? Ariane Mézard, qui était mon encadrante de mémoire de L3 là, que j'ai dit: «Je veux être comme elle», tu vois? À la fin du L3, on avait eu un petit temps, tu sais, après ma soutenance de mémoire, on avait discuté un peu et je lui avais dit: «Ah bah, ouais, peut-être j'aimerais bien, mais je sais pas si j'ai le niveau» et elle m'avait dit: «C'est pas le moment de te poser cette question-là, c'est dans beaucoup trop longtemps». Elle me dit: «Si, quand tu arrives à ce stade-là, tu as encore ces questions-là, bah, écris-moi à ce moment-là et je te répondrai». Tu penses bien, j'ai pas oublié. Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive, donc je passe mon agrég, j'ai mon agrég, je dois m'inscrire en M2. Je lui écris Eh oui. et elle m'a répondu: «Fonce». Et enfin, tu vois, c'est bête, mais d'avoir des gens comme ça, tu vois, que toi tu considères comme incroyables, qui croient en toi, en fait, enfin, ça peut faire toute Bah, la bien sûr. différence, tu vois? Juste ces 5 petites lettres, c'est ce qui a fait que je me suis dit: «OK, j'y vais». Si elle m'avait dit: «Ah, tu sais, je pense que c'est difficile», je pense que je serais allée faire autre chose. J'aurais fait un master d'analyse, tu vois? Enfin, parce qu'il y avait des gens en analyse qui voulaient que je fasse le master d'analyse, donc je serais allée faire autre chose. Mais juste le fait que cette personne-là, tu vois, en qui j'avais tellement confiance, me dise: «Fonce», ça a levé une barrière. Ouais. Tu vois, c'est bête, hein, mais c'est vraiment ça qui a fait que je me suis lancée là-dedans. Mais c'est la dimension humaine, qui est attachée, Mmh. à tout en fait, hein, et Ouais, qui fait la différence parfois. On est là parce qu'on aime les sciences, ouais, mais on est aussi là parce qu'on a rencontré les bonnes personnes au bon c'est moment. ça, c'est ça et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à occulter, en sciences, notamment de manière générale, surtout en sciences dites dures, tu vois? Où Ouais, on a tendance à occulter le fait que, mais non, mais enfin, on reste des humains et que, enfin, c'est toujours des rencontres qui font que tu en ouais, arrives là où tu es et tu es un peu une boule de billard, tu vois? Et ta trajectoire, bah, elle est influencée par les événements extérieurs aussi, tu vois? Tu es pas un robot qui avance tout seul, quoi, donc et ça, je pense que c'est important de le souligner, quoi. mmh mh. Et donc j'ai Et fait ce M2, ouais et je me suis éclatée. J'ai franchement, j'ai souffert. Je pense que c'est l'année qui a été la plus difficile pour moi, d'un point de vue professionnel, tu vois? Enfin de quantité de ouais. travail à fournir dans mes études, ça a été l'année de M2. Parce que vraiment là, je devais travailler mais alors je faisais quand même des trucs à côté, hein. Je veux dire, j'étais toujours dans ma petite chambre à Cachan, donc j'avais toujours les copains pour les soirées jeux de société, tu vois? Mais j'en faisais beaucoup moins et je travaillais, autant que quand j'étais en L3M1. Ça, D'accord. j'avais OK. renoué avec ce rythme de travail-là, mais je me faisais plaisir. C'est-à-dire que c'est des maths, tu vois, c'est la première fois où vraiment tu choisis tous les cours que tu suis, en fait. Ouais. Et c'était vraiment super intéressant, enfin, j'avais des Et profs et super. et donc comment tu as débouché alors sur ta ton Alors, comment j'ai débouché sur ce projet de recherche-là? Donc, ouais. arrive le moment, il faut choisir ton mémoire de M2, qui est un peu l'antichambre de la thèse en général, tu vois? Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai remonté mes petites manches et je suis allée toquer au bureau de Guy Héniard. «Bonjour, je cherche un mémoire». Et donc il a été super gentil, il a pris son temps, tu vois? Il m'a expliqué ce que tout le monde faisait dans l'équipe. Tu vois? Chaque membre de l'équipe, puis il a fini en disant: «Bah, voilà, si vous voulez travailler avec moi», alors là, tu vois, mes oreilles, elles ont fait «tung». «Je peux vous proposer tel sujet, c'est un sujet de recherche qui est très récent», enfin, je veux dire, très peu de choses qui sont connues et effectivement, comme je l'expliquais après, c'était vraiment quelque chose de très récent à l'époque, tu vois? Ça avait moins de 10 ans, hein. Et pour le coup, enfin,
il faut arriver avec un état d'esprit complètement neuf. Donc, je peux vous proposer comme sujet de mémoire d'essayer de comprendre cet article-là de Pascunas. Et si ça se passe bien et que les choses avancent bien, on pourrait envisager de faire une thèse. Donc, moi, je descends à la bibliothèque qui est à l'étage d'en dessous, je regarde l'article en question. Il y avait l'air d'y avoir plein de maths différentes, mais des trucs qui avaient l'air cool, tu vois. Honnêtement, je comprenais rien. À l'époque, je savais pas ce que c'était une représentation, c'était un truc de théorie des représentations. Ouais. Mais, je sais pas, ça avait l'air cool, tu vois. Je suis remontée, j'ai fait « D'accord !» Et voilà, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu vois, et donc j'ai fait mon mémoire en me disant toujours: «Mais est-ce qu'il va me garder en thèse ?» J'étais pas sûre qu'il allait me garder en thèse. Il a Ouais, dit: bien «C'était sûr. peut-être», tu vois? Hem Et puis finalement, j'ai eu une bourse de thèse de l'ENS Cachan pour faire ma thèse avec Egnard et donc j'ai fait ma thèse avec Egnard et le reste, c'est l'histoire, comme on dit. Je sais pas. Enfin, OK. ouais. Et alors, rentrons donc, bien dans le vif Dans du le vif du sujet. sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer, de quoi parlait ta thèse? Parce que là, Ouais, j'ai dit plein de mots, qui n'ont pas forcément de sens pour le grand public. Pour exactement. moi non plus d'ailleurs, hein. Je ne sais pas ce que chaque adjectif veut dire, donc est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors, donc, je vous raconte ça. Donc tout à l'heure, on a parlé de ces groupes, d'accord? Bon, ils sont toujours là, c'est merveilleux. Donc en fait, l'idée, c'est que quand on comprend la structure d'un groupe, on a beaucoup d'informations sur les objets qui vivent dedans, d'accord? Si vous comprenez la structure, par exemple, du groupe des permutations, ces bijections-là, en fait, vous pouvez comprendre des choses sur les bijections en elles-mêmes, d'accord? Par contre, c'est pas vrai que si vous comprenez les bijections une à une, vous comprenez la structure globale, d'accord? Imaginez un petit peu, je vais faire un parallèle avec une photo, d'accord? Une photo, c'est plein de pixels mis côte à côte. C'est pas parce que vous comprenez tous les pixels que vous voyez la photo. Par contre, si vous voyez la photo, bah, vous savez dire qu'il y a plus de pixels foncés, plus de pixels clairs, enfin, en quelle J'adore ton proportion, image. Ça permet d'accord? vraiment de comprendre ce que tu veux dire, C'est effectivement. c'est la différence entre les objets et la structure, d'accord? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure, d'accord? C'est de comprendre la photo. Parce que si je comprends la photo, celui qui veut des informations sur les pixels, il peut les prendre. Mais moi, c'est vraiment cette photo parce qu'en fait, j'ai envie de la comparer à d'autres photos, tu vois? Et donc, pour ce faire, il y a plusieurs manières de procéder. Donc là, on va prendre les photos, mais dans un autre sens. J'ai un objet mystère, qui est mon Ouais. groupe, d'accord? Mmh. Je ne vois pas l'objet directement. Comment Mmh. est-ce que je peux essayer de comprendre qui il est? Bah, il y a essentiellement une manière de faire qui est, je vais le faire agir, tu vois? C'est-à-dire que je vais voir quelle est son action sur les choses. Peut-être l'analogie qui est pas tout à fait exacte, mais qui peut donner une bonne idée, c'est la force de gravitation. Ouais. Tu vois? La force de gravitation, tu la vois pas en tant que telle. Tu la Non. déduis du fait que tu vois des trucs tomber. D'accord? Exact. Donc en fait, tu l'as déduit de son action sur les objets. Ouais. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le groupe, OK, je sais que c'est une espèce de truc énorme. Je comprends pas trop comment il est structurellement. Donc pour essayer de comprendre sa structure, je vais comprendre comment il agit sur des objets. Et ces objets, c'est des espaces, tu vois, c'est des plans, c'est des droites, c'est des espaces peut-être un peu plus compliqués. Mais c'est en comprenant comment il va transformer ces objets-là que je vais comprendre des informations sur le groupe. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, c'est un peu cette idée de je le fais agir et par ces actions, je vais obtenir des informations sur certains éléments de structure et si j'ai suffisamment d'informations, d'éléments de structure, je vais pouvoir comprendre qui est le groupe, en fait, à qui j'ai affaire. OK. Voilà. Mmh. Donc en fait, ces histoires de faire agir des groupes, c'est ça qu'on appelle les représentations. Une représentation d'un groupe, c'est juste une action d'un groupe sur un espace, alors qu'on appelle un espace vectoriel, mais dites-vous, c'est le plan, c'est une droite, c'est un espace géométrique, raisonnable. OK. D'accord? Donc but de ma thèse, c'était d'essayer de comprendre les représentations de certaines familles de groupes, Mmh. mais pas n'importe quelle représentation. Et c'est là où on entre vraiment dans le vif du sujet. Donc les groupes que je regarde, c'est des groupes de matrices. Matrice, c'est un tableau de nombres, d'accord? Je pense en plus maintenant c'est au programme du lycée, mais Ouais. en gros, si vous prenez une matrice, c'est un tableau de nombres. Bon, en fait, les matrices à coefficients, c'est-à-dire si vous prenez les nombres tous dans le même ensemble de nombres, ça va être un groupe, d'accord? Et l'idée, c'est que comprendre ce groupe, ça revient à comprendre une famille de groupes qui a rien à voir, mais qui est hyper importante en arithmétique.
Ça, je vais revenir là-dessus dans un instant. Juste pour dire que moi, les matrices que je regarde, elles sont pas à coefficient, c'est-à-dire les nombres que je mets dans le tableau, c'est pas des nombres réels ou des nombres complexes. C'est ce qu'on appelle des nombres p-adiques. Alors, je fais un peu d'autopromo. Si vous allez voir le numéro de la recherche de janvier, février, mars, il y a un dossier sur les nombres dedans qui est très intéressant. Il y a plein de gens super cool qui ont écrit des trucs dedans. Et moi, j'ai écrit un petit article sur justement les nombres p-adiques. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler des nombres p-adiques, ça peut être une manière de mettre le pied à l'étrier. L'idée, c'est que donc, on a ces fractions, donc ces fractions comme vous connaissez, 2 tiers, 3 quarts, 5 demi, moins 17 vingtièmes. Et ces fractions-là, quelque part, elles sont intéressantes pour l'arithmétique, mais pour l'analyse, elles sont pas très pratiques. En fait, il y a trop de trous. Ouais. Il y a trop de trous. Entre deux fractions, les trous sont trop grands d'une certaine manière. Donc, on voudrait essayer de boucher les trous. Et la question de boucher les trous, en fait, elle revient à dire, mais comment vous mesurez la distance entre deux fractions? C'est quoi la distance entre deux fractions? Et en fait, c'est quoi la distance entre deux nombres? Alors, la distance entre deux nombres, vous la mesurez avec la valeur absolue. Vous dites, la taille d'un nombre, en fait, c'est sa valeur absolue. C'est-à-dire, c'est le nombre s'il est positif, puis c'est son opposé s'il est négatif. Donc, un nombre qui va être très grand, c'est un nombre qui aura une très grande valeur absolue. Très bien. Si vous faites ça, vous allez, ce qu'on appelle, compléter l'ensemble des fractions par rapport à cette valeur absolue pour obtenir ce qu'on appelle les nombres réels. Et en pratique, comment vous faites? Vous dites, je vais prendre l'écriture en base 10 et je m'autorise toutes les écritures possibles. C'est-à-dire, je peux mettre une infinité de chiffres après la virgule. Je peux faire ce que je veux après la virgule, on s'en fout. D'accord? Je peux écrire 3,14 159 77 412 n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez après la virgule. D'accord? La seule condition, c'est que vous mettez un nombre fini de chiffres avant la virgule. La partie entière, c'est un nombre entier. D'accord? Si vous faites ça, vous obtenez les nombres réels. Et c'est comme ça qu'on vous a défini les nombres réels. C'est les nombres qui ont une écriture à virgule. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette écriture à virgule, elle est décidée par rapport à la base 10. C'est-à-dire, on va faire des paquets de 10. Des paquets de 10 fois 10, des paquets de 10 fois 10 fois 10. Et puis, après la virgule, des paquets de 1 sur 10. Puis de 1 sur 10 fois 10. Puis de 1 sur 10 fois 10 fois 10, etc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux plus faire des paquets de taille 10? Je vais faire des paquets de taille 7, des paquets de taille 11. Alors déjà, on pourrait se dire, même des paquets de taille 12, si j'ai envie, a priori, j'ai le droit. Mais ce qui se passe, c'est que si vos paquets sont pas de taille à un nombre premier, et ça va pas être très agréable. Alors, un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que 2 diviseurs positifs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Donc, par exemple, 7 est premier, parce que si vous cherchez par quoi vous pouvez diviser 7, il y a juste 1 et 7. Par contre, 8 est pas premier, parce que 8, vous pouvez le diviser par 2. Donc, vous avez au moins 1, 2 et 8 qui divisent 8. Donc, il y a plus de diviseurs que juste les deux auxquels vous pensez a priori. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que si votre taille de paquet n'est pas un nombre premier, il va se passer des petits problèmes quand vous allez essayer de multiplier les nombres. Ça va pas être terrible. D'accord? Pour les gens qui connaissent, c'est des problèmes d'intégrité de l'anneau qui vont se poser. D'accord? Pour construire les nombres p-adiques, j'entends. Donc, c'est pour ça qu'on se limite à P un nombre premier, d'accord? Et dans ce cas-là, en fait, on va changer la manière de mesurer la distance entre deux nombres. C'est-à-dire, on va pas prendre la valeur absolue comme on fait d'habitude. On va dire, plus un nombre est divisible par P, plus il est petit. Donc, moi, voilà, les nombres que je manipule au quotidien, c'est ça, c'est des nombres p-adiques. D'accord? D'accord. Donc, mes matrices, leurs nombres, là, dans les tableaux, c'est des nombres p-adiques que je mets. Et on essaie donc ces groupes de matrices, c'est des groupes, voilà, on comprend les éléments, mais la structure de groupe est pas forcément très claire, dans le sens où, quand je fais agir ces groupes sur alors, je vais utiliser un gros mot, espace vectoriel. Espace vectoriel, vous avez qu'à penser à un plan, d'accord? Alors, je peux faire agir mes groupes de matrices p-adiques, là, sur des espaces vectoriels réels ou complexes. C'est tout à fait possible, d'accord? Il y a des gens qui font ça depuis les années 60, et ça donne des résultats très intéressants. Mais là où les choses se compliquent et où elles deviennent un peu marrantes, c'est quand mes nombres, je les prends pas dans R ou dans C, là, mes coordonnées de vecteurs, je les prends soit dans le corps des nombres p-adiques, donc le même P,
d'accord? Soit dans ce qu'on appelle un corps fini. Et quand vous faites agir des groupes de matrices p-adiques sur des espaces vectoriels, soit sur QP, donc sur les nombres p-adiques, soit sur les corps finis, il se passe des trucs très bizarres. Vraiment. OK. Et donc moi, mon travail, en fait, c'est d'essayer de comprendre, c'est quoi ces actions, c'est quoi ces représentations. Donc dans ma thèse, j'ai fait ça quand le groupe de matrices, c'est des matrices pas trop grosses, on va dire. Ce qu'on appelle les groupes p-adiques de rang 1. Qui ont des particularités, quoi. C'est pour des groupes de Voilà. matrices qui ont des particularités, donc ça veut dire que, de façon générale, c'est pas toutes les matrices qui rentrent dedans, Non. donc c'est pour ça que c'est pas des groupes très gros, c'est des groupes Voilà. relativement Voilà. petits. Et c'est des particularités très fortes, d'accord? Ouais. Dans ma thèse, c'est vraiment ça. Et donc pour ces groupes-là, en fait, j'arrive à classifier, c'est-à-dire à décrire, en quelle famille vont se, répartir les représentations. Donc à les caractériser suffisamment. Et dans certains cas, à même les donner toutes. À dire: «Voilà, je sais exactement vous dire c'est forcément ça ou ça ou ça ou ça ou ça». D'accord? Bon. Mais en fait, savoir le faire de manière plus générale, c'est encore un problème ouvert à l'heure actuelle. C'est vraiment quelque chose de pas facile. Et ce qui est très intéressant dans ma thèse, donc, c'est ces résultats de classification, mais pas seulement. Donc, tout à l'heure, là, je vous ai dit que on a ces groupes de matrices qui sont liés à d'autres groupes qui n'ont rien à voir directement, mais qui sont très intéressants arithmétiquement. Donc, ces autres groupes, c'est ce qu'on appelle des groupes de Galois. La manière dont ils agissent sur des espaces vectoriels, on peut les mettre en parallèle. Et de manière naturelle. Donc, ce naturel est encodé par ce qu'on appelle les correspondances de Langlands. Donc, c'est Robert Langlands, un mathématicien qui est encore vivant, canadien, qui a conjecturé à la fin des années 60 qu'en fait, comprendre comment agissent certains groupes de matrices ou comprendre comment agissent certains groupes de Galois, en fait, c'est la même chose. On peut passer d'un monde à l'autre. Il y a un dictionnaire entre les deux. OK. Et à l'heure actuelle, ce dictionnaire, en fait, il y a très peu de cas où on le connaît. Alors, p-adiquement parlant. Et donc moi, dans ma thèse, en fait, j'ai donné la correspondance de Langlands semi-simple, pour être très précise. Mais donc, j'ai mis, en fait, les premiers mots de ce dictionnaire pour SL2 de QP. Donc cette conjecture dit que comprendre un monde ou comprendre l'autre, c'est pareil. C'est Mais ça. sauf que quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut savoir, quand on comprend quelque chose dans un monde, ce que ça veut dire dans l'autre monde. Exactement. Et ça, c'est ce que tu appelles les correspondances. Établir le dictionnaire. Exactement. Pour que les deux puissent communiquer. Voilà. Et donc, ton travail consistait à, dans un cas particulier, écrire ce dictionnaire de correspondance. Commencer ce dictionnaire. Commencer ce dictionnaire. Exactement. C'est-à-dire déjà montrer qu'il existe. Parce qu'en fait, là, il y a deux choses. Il y a un résultat d'existence. C'est-à-dire, oui, on a un tel dictionnaire. Ouais. Et puis après, il y a un résultat, j'ai envie de dire, d'explicitation qui est, ok, c'est bien de savoir que le dictionnaire existe, mais c'est quoi concrètement? Comment je passe d'un monde à l'autre? Bon, super. Écoute, c'est parfaitement clair. Merci beaucoup. Je me disais, qu'est-ce que je vais réussir à en comprendre? Mais non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ces questions de chercher en fait des dictionnaires entre les mondes. On est des explorateurs des mondes, quoi. C'est joliment dit. Et donc, pour revenir à des choses un petit peu plus concrètes, sur le déroulement de ta thèse, comment est-ce que tu as vécu cette période? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que c'était difficile? Il y a forcément eu des moments difficiles. Je veux dire, notamment le moment de la rédaction. Je pense que ça, c'est un moment où on souffre tous très fort, quel que soit le domaine. Ça, c'est toujours le moment difficile. Après, oui, j'ai eu des moments de doute. Évidemment, j'ai eu des moments de doute. Il y a des moments où je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Après, il y a des moments où peut-être qu'un tel, il a démontré un résultat qui court-circuite ce que tu es en train de faire. Là, t'es en panique, t'es en panique totale. Et puis, en fait, non. En fait, il court-circuite pas. Tu respires. Puis des fois, si, il y a quelqu'un d'autre, il a montré la même chose que toi indépendamment. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas grave, vous êtes deux, vous l'avez démontré indépendamment, c'est pas grave, quoi. Mais sur le coup, c'est dur. Après, il y a des bons moments aussi, tu vois, quand tu démontres ton premier résultat, t'es content, quoi. Voilà, quand tu écris ton premier article, moi, il est arrivé tard, en plus. Quand tu écris ton premier article, que tu le soumets, tu fais quand il est accepté, waouh, là, c'est la fête, hein. Tu te dis, waouh, il y a un papier avec mon nom, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Et est-ce qu'à l'époque, tu te sentais déjà chercheuse pendant ta thèse?
Absolument pas. Je me sentais étudiante. Ouais. Je me sentais complètement étudiante. Je ne me sentais pas chercheuse du tout. C'était... pour moi, voilà, on m'avait posé une question et j'essayais de la résoudre, tu vois. Mais je me dis, il y a aucun moment où je me disais, je suis mathématicienne, je suis chercheuse. Aucun. Et est-ce que tu saurais situer le moment où tu t'es sentie chercheuse? Franchement, je pense qu'au moment où j'ai eu mon poste, je me sentais toujours pas légitime comme chercheuse. Tu vois. C'est... Enfin, je pense qu'avoir ce poste, ça m'a aidée parce que, tu vois, c'était mon métier, du coup. Maîtresse de conférence, c'était mon métier. Donc, j'étais enseignante-chercheuse. Mais dans ma tête, ça arrivait assez tard, tu vois, le fait de dire que j'étais légitime comme chercheuse. Vraiment. Oui, je suis en poste depuis 2015, oui. Si je dois le dater, peut-être, je dirais 2017, un truc comme ça, tu vois. Où j'ai une espèce de déclic à une rentrée de me dire, mais en fait, ouais, je suis mathématicienne. Tu vois, en fait, c'est peut-être, voilà, c'est peut-être la première fois où j'ai utilisé le mot mathématicienne pour me qualifier vraiment. Et donc, OK, donc tu as fait ta thèse. Ensuite, moi, je vois 2011-2012, tu as fait une année d'alter, donc c'est Oui, des contrats où temporaire, c'est des c'est CDD. ça, un CDD où tu as une charge d'enseignement. Tu as fait une année d'alter pour finir ta thèse ou oui, c'est d'accord. Oui, De 2012 à 2015, tu as occupé un poste d'agrégée préparatrice à l'école voilà, normale les supérieure fameux de postes Lyon. d'AGPR. Et est-ce que donc à cette époque, tu candidatais sur les postes d'enseignant-chercheur, donc ça veut dire que tu avais envie de devenir, mais est-ce que tu avais un plan B au cas où? Si tu avais pas obtenu de poste, qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais allée faire autre chose, je pense. Tu aurais pas Parce utilisé ton que, agrég, par exemple? bah alors, je m'étais posé la question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de ma thèse, j'ai eu un appel du rectorat pour me proposer une prépa que j'ai refusée. Mmh. Parce que j'avais pas envie d'aller enseigner, en fait. Enfin, moi, la recherche, ça me plaisait, c'était vraiment mon truc, tu vois. Et l'enseignement, en vrai, enfin, je me voyais pas faire que ça. Je pense que ça aurait été trop difficile pour moi de rester en lien avec les maths, vu comment j'aimais la recherche et comment c'était mon Ouais, truc, non, mais tu je vois? comprends. Et donc j'en étais à me dire: «Je vais faire complètement autre chose». Genre je Ouais. reprends des études, je refais complètement autre chose. OK, et donc Mmh. finalement, au bout de ta 3e année, la vie a fait que Ouais, tu la as vie a fait que. réussi à décrocher ce poste donc de maîtresse de conférences à Amiens. Merci, on a fini de revisiter ton parcours. OK. Et donc on va revenir sur ce que tu fais maintenant. Et concrètement, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, Ouais, est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées? Qu'est-ce que tu fais? ouais, au jour le jour. Ouais. Alors déjà, bah, il y a pas 2 jours qui se ressemblent en général, hein. Et on va dire il y a deux familles de journées. Il y a les journées en période d'enseignement et les journées hors période d'enseignement. D'accord? Parce qu'on est enseignant-chercheur quand même, hein. Ensuite, le reste du temps, je passe la partie administrative qui est pas la partie marrante, mais je la mentionne parce qu'elle existe Eh et oui. qu'elle prend du temps. Mais pour ce qui est vraiment de la partie recherche, il y a une partie qui est consacrée, bah, à discuter avec les collègues. Et ça, en fait, ça fait vraiment partie du travail, si vous voulez. Alors les collègues, ça peut être soit les collègues sur place, donc ben, voilà, il y en a un qui va s'arrêter à mon bureau et puis on va discuter d'une question, ou c'est moi qui vais aller toquer à une porte de bureau parce que j'ai une question. La question, ça peut être, «Est-ce que tu as une référence parce que je cherche la définition de tel objet dont j'ai besoin et que je connais pas?» C'est une question possible, d'accord? Ou l'autre question, ça va être: «Ah, j'ai vu ce matin, il y a un tel qui a mis tel papier sur sa page web, il pense qu'il a démontré ça, tu l'as lu? Tu en penses quoi?» Donc ça, c'est vraiment, voilà, tout type de questions. Mais il y a aussi les collègues pas sur place. C'est-à-dire, moi, j'ai parlé de mes collaborateurs, ils sont pas dans mon université. Donc il faut prévoir des rencontres, alors soit en ligne, donc par, biais de visio, et puis des fois quand on a des sous, bah, on va se voir mutuellement parce que, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais travailler en étant dans la même pièce, c'est 1000 fois plus efficace que quand on est en ligne, hein. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc des fois, c'est moi qui y vais, des fois, c'est eux qui viennent. Des fois, on va ensemble à une conférence et on se retrouve sur place. Ça, c'est aussi un autre moyen de discuter. Et là, bah, en fait, il y a l'idée, c'est d'essayer ensemble de comprendre des choses pour ensuite démontrer des nouvelles choses. Mmh. D'accord? Et ça, bah, des fois, on va passer 3 jours à discuter juste pour comprendre un truc. Des fois, ça va nous prendre des semaines de comprendre quelque chose. Et une fois que c'est compris, on a un déclic et ça avance. Puis, bah, des fois, c'est compris et puis ça avance pas. D'accord? Donc c'est pour ça que pour la recherche, enfin, moi, je suis partie des gens qui ont besoin d'avoir des grandes plages de temps devant eux
pour faire de la recherche. J'arrive pas à me dire ah bah là j'ai 1 heure, vas-y, je vais essayer de rédiger un truc. Ça je sais pas faire. J'ai vraiment besoin de me dire ok là je sais que j'ai mon après-midi tranquille, let's go, reprenons ce papier. Donc en fait, vous voyez d'un jour à l'autre, bah des fois c'est des journées où en fait je vais faire que de l'enseignement. Des fois, ça va être une journée réunion, enseignement, rencontre avec les étudiants, parce que des fois, vous recevez aussi des étudiants, soit des étudiants que vous avez en cours qui ont des questions, soit des étudiants dont vous encadrez les mémoires. Ça arrive aussi. Ça va être des réunions avec les collègues pour discuter de certains points de la vie du labo. Ça va être des visios qui sont prévus. Enfin, il y a plein d'événements comme ça qui prennent un peu du temps à droite à gauche. Et puis des fois, je vais me poser tranquille, je vais avoir ma petite tasse de thé. Moi, j'aime beaucoup le thé, donc j'ai toujours ma tasse ou ma thermos de thé, mes feuilles. Et puis voilà, je vais écrire des trucs, je vais écrire ce qui me passe par la tête pour essayer de comprendre, voilà, de dénouer des choses auxquelles en fait je réfléchis en backup, c'est-à-dire que je me rends pas forcément compte, mais j'ai une question qui me trotte dans la tête et je vais pas forcément y penser de manière consciente. Mais à un moment, quand je vais me poser, je vais dire bon, ok, revenons à cette question. Et en fait, je vais me rendre compte que bah, dans ma tête, il y a des trucs qui se sont passés et je vais sortir ces trucs-là sur la feuille et en les examinant, bah, des fois, ça crée juste plus de questions. Et en fait, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que vous avez plus de choses à faire. Ou des fois, ça apporte des réponses aussi. Et donc, dans tout ce que tu nous as décrit, quelle est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir? Faire des maths avec les copains. Et oui. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, l'activité de recherche, c'est satisfaisant les moments où on se pose et on a compris quelque chose vraiment. Enfin, je veux dire, je vais pas nier. Quand j'ai passé 3 jours à essayer de comprendre un truc et que je l'ai enfin compris, c'est hyper satisfaisant. Mais ce que je préfère, c'est vraiment quand on rencontre les collaborateurs et que voilà, on va discuter ensemble, on va faire des maths ensemble, on va échanger ensemble et on va construire un truc ensemble. C'est ça vraiment la partie, moi, qui m'éclate. Et c'est ça qui me manquerait vraiment, je pense, si je devais arrêter la recherche. On conclut sur ça notre partie dédiée à donc tout ce qui touche à ta vie de chercheuse et d'enseignante actuelle. Et on passe vers notre carte blanche. Une chose que j'ai pas mentionnée dans ma vie d'enseignante-chercheuse et qui fait partie de mon job, selon moi, c'est les activités de diffusion des maths à destination des grands publics. D'accord? Alors, diffusion des mathématiques sous différentes formes, que ce soit, on va dire, des maths ludiques, des mathématiques historiques, des mathématiques contemporaines, enfin, différents formats. Je trouve que c'est hyper important, surtout parce que, comme on l'a dit au cours de la conversation, enfin, les maths, c'est pour tout le monde. Il faut pas être né à tel endroit, dans tel contexte. Enfin, n'importe qui devrait pouvoir avoir accès aux mathématiques. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément. Et donc, ça me paraît important d'essayer de développer les moyens pour donner accès aux mathématiques au plus grand nombre. Et en particulier, aux personnes qui sont pas liées au milieu académique. Que ça soit, par exemple, on va dire traditionnellement, hein, on parle beaucoup en ce moment du peu de femmes en sciences, mais peut-être parce que traditionnellement elles sont tenues éloignées de la science, mais aussi pour des raisons socioculturelles. Enfin, quand vous venez d'un environnement où personne n'a fait d'études, ou quand vous êtes dans un endroit qui est géographiquement à plus d'1 heure de route de la moindre ville, forcément c'est pas votre priorité, d'accord? Donc vraiment moi ça me tient à cœur d'aller vers ces publics-là. En particulier. Donc j'ai commencé assez vite en fait, c'est-à-dire dès ma thèse. Alors là, je remercie Pierre Pensu. Il m'a mis le pied à l'étrier de Math Engine. Donc Math Engine, si vous connaissez pas, je vous encourage à aller voir leur page web. C'est une association dont le but est de promouvoir dans les collèges et les lycées des activités de type recherche en mathématiques. Et alors il y a toute une méthode vraiment derrière de transmission des mathématiques, on va dire. Et l'idée, c'était à la base d'aller vers les établissements dits REP+, et tout ça, pour aller chercher des gamins qui avaient en fait un blocage vis-à-vis des maths. Et leur montrer qu'en fait, non, ils étaient pas nuls en maths. Ils étaient capables de faire des maths et de faire ça très bien et de leur dire que du coup, c'était peut-être une carrière pour eux. D'accord? Et donc moi, je me suis engagée là-dedans donc quand j'étais en début de thèse et j'ai jamais quitté depuis. Donc je suis chercheuse de club Math Engine. Donc qu'est-ce que ça veut dire être chercheuse de club Math Engine? Ça veut dire proposer des sujets pour un club d'un ou plusieurs établissements scolaires et ensuite aller voir sur place régulièrement pour un petit peu faire l'avocat du diable. C'est-à-dire que vous proposez un petit sujet de recherche aux élèves qui vont essayer de le résoudre. Alors l'idée c'est pas de proposer un truc scolaire, hein. C'est de proposer des choses un petit peu marrantes, enfin où ils voient pas en fait a priori qu'il y a des maths derrière et où ils vont se rendre compte à un moment donné que ce qu'ils sont en train de faire c'est des maths.
Et ensuite, on a une phase de préparation du congrès, parce qu'elle est congrès, ma tangine. On fait le truc de chercheur jusqu'au bout, quoi. Donc, on les aide à préparer leur petit exposé pour le congrès. Et ensuite, quand on peut, on les accompagne. Alors, cette année, ça tombe mal parce que je ne serai pas en France aux dates du congrès. Mais dès que je peux, en fait, je vais avec mon groupe de ma tantine au congrès. Et les voir exposer comme ça et voir leur fierté d'avoir fait quelque chose. Enfin, ça vaut tous les discours, quoi. Donc, collégiens et lycéens qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous renseigner, à en parler à vos profs. Mais c'est une initiative qui commence à être assez connue. Moi, je voudrais parler d'autres initiatives peut-être un peu moins connues, mais qui, à mon avis, méritent d'être connues. C'est les stages maths C2+. C'est à destination des collégiens. C'est pendant une semaine. Et en fait, c'est pendant une semaine, les enfants, ils sont en internat. Donc, c'est vraiment un petit monde, un petit vase clos. Et ils vont avoir des activités de maths, des activités de sport, des activités culturelles. Enfin, vraiment, ils vont vivre une autre vie pendant une semaine. Et donc là, les stages maths C2+, donc le plus, c'est pour les activités en plus aussi, a vraiment pour but de viser les élèves qui sont dans des collèges de REP+, ou des collèges ruraux, enfin, pas les collèges de centre-ville qui ont déjà accès à tout un tas d'activités. Et je pense que ça, c'est une initiative qui mérite d'être vraiment plus reconnue parce qu'elle a vraiment permis de débloquer certains gamins pour qui, de toute façon, l'école, c'était pas pour eux de manière générale. Et qui, en fait, en rencontrant des adultes qui les écoutaient, qui parlaient avec eux sans préjugés, en fait, ça les a vraiment remis d'aplomb, quoi. C'est assez bluffant. Et là, il y a une version qui a été développée, là, ça va être la première année, c'est Maths C'est pour elle, à destination des étudiantes de licence, L1, L2, L3. Donc là, le but, c'est de dire, en fait, les filles, vous êtes totalement légitimes. Faut arrêter de croire que vous n'êtes pas faites pour faire une thèse. Vous êtes faites pour faire une thèse au même titre que n'importe qui d'autre. Mais souvent, vous savez pas ce que c'est une thèse. Et je comprends, à votre place, je savais pas ce que c'était une thèse à votre âge, d'accord? Là, l'idée, c'est pendant une semaine, dans un cadre super chouette, puisque là, en l'occurrence, la première édition a lieu à Lumini, au CIRM, Centre International de Recherche Mathématique, donc tout près des Calanques, enfin, royal. Vous êtes prise en charge pendant une semaine. Et vous allez alterner des activités de type initiation à la recherche, avec des rencontres avec des mathématiciennes établies, des rencontres entre vous aussi, et des petits temps d'exposé, de choses comme ça. Et je finirai par un projet qu'on a initié avec Mathilde Herblot tout récemment. Donc ça s'appelle Au téléphone avec. Le T, c'est un TH, comme le thé que je bois depuis tout à l'heure. Et nous, on est parti du constat qu'on a un peu évoqué dans cette conversation, qui est que, en fait, le métier de mathématicienne n'est pas connu. Parce qu'en fait, on se rend pas compte que des mathématiciens et des mathématiciennes, notamment, vous en croisez peut-être sans le savoir. Donc, ce qu'on a envie de faire, là, c'est de mettre en lumière, voilà, de mettre à la lumière auprès des collégiens, des lycéens, de leurs parents, de leurs profs, de toute personne qui sera intéressée, donc de vous peut-être, des mathématiciennes normales. C'est-à-dire des nanas comme vous et moi, d'accord, qui font des maths, qui en ont fait leur métier, certaines oui, certaines non, on a des profils très variés, sous forme de petites vidéos, donc on est sur des formats courts, d'accord, et de petits podcasts, mais qui seront courts aussi, où voilà, elles vont raconter un petit peu leur vie, un peu comme ce qu'on fait là, mais de manière peut-être moins poussée, parce que l'idée, en fait, là, c'est d'avoir une galerie de portraits, si vous voulez, pour que vous vous rendiez compte que, en fait, ça se trouve, c'est votre voisine et vous saviez même pas qu'elle était mathématicienne, quoi. De vous montrer qu'il y en a tous les types. Peut-être parce que pour vous qui êtes au collège là, et vous dites non mais c'est pas pour moi, peut-être que dans une de ces vidéos vous allez voir une nana vous dire mais moi je vais être comme elle. Vous voyez, vous dire mais elle est comme moi, mais moi aussi je pense ça, parce que là vous nous voyez en tant qu'adulte et vous dites ouais nous on n'est pas pareil, mais en fait en vrai si on vous raconte comment on était au collège, peut-être vous allez vous rendre compte qu'on est pareil, quoi. Et ça, je pense que ça peut faire la différence. Vous rendre compte que voilà, c'est des métiers accessibles. Et on propose aussi du coup des petites vidéos qui vont expliquer certains termes un peu cabalistiques qu'on utilise sans se poser de questions. CNRS, IHP, MMI, on a des petites pastilles comme ça où on explique ce que c'est ces choses-là. Et en fait, c'est notre moyen de vous donner une porte d'entrée sur le monde dans lequel on évolue pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, ça pourrait tout à fait être votre monde à vous aussi, quoi. Donc, que vous vous en sentiez pas exclu. Voilà. Donc il y a comme ça plein de petites initiatives. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est un très chouette projet, effectivement. Écoute, en tout cas, c'est très chouette. On a hâte.
Est-ce que tu as des choses à nous recommander, un peu de nourriture culturelle mathématique, comme j'aime le dire, pour nos auditeurs et auditrices? Oui. Alors, je sais qu'on a l'habitude de vous recommander des choses très modernes, mais je vais me la jouer très 20e siècle, si vous me permettez. En fait, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous recommander, c'est 2 romans qui sont hyper accessibles, malgré les apparences. Donc le premier roman, c'est Le Théorème du perroquet de Denis Gage. Grand classique. Grand Ouais. classique, mais que je trouve qui est sous-coté. Et Le Théorème du perroquet, c'est un de ses romans les plus connus. Il en a écrit d'autres. Et c'est une espèce d'enquête d'aventure un peu policière où on rencontre tout un tas de mathématiciens de l'Antiquité à nos jours. Et franchement, ça se lit tout seul. Moi, j'ai lu ça quand j'étais au collège. Ouais, Vous voyez. ouais. Et donc c'est vraiment, enfin c'est adapté à un public collège, lycée, mais même adulte, tout le monde peut lire ça. Et c'est vraiment très chouette. Vous découvrez plein de trucs et ça vous donne envie d'aller gratter un petit peu. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est la première recommandation que j'ai envie de faire. Donc Le Théorème du perroquet de Denis Gage. Et la deuxième, c'est un roman plus récent. Si vous aimez les histoires d'amour, vous allez être servi. Et pourtant, ça parle de maths aussi. C'est La déesse des petites victoires de Yannick Granek. Et en fait, c'est sur la vie de Kurt Gödel. Donc Kurt Gödel, théorème d'incomplétude de Gödel, c'est un des monuments quand même des mathématiques du XXe siècle, qui est très controversé d'ailleurs par certaines personnes de nos jours. Et en fait, ça raconte la vie de ce mathématicien. Donc il y a un petit peu des fois de comment il a fait cette preuve et comment il en est arrivé à penser ça, mais il y a aussi tout le contexte historique qui va avec. Et en fait, c'est pas par les yeux de Gödel qu'on l'a, c'est par les yeux de sa veuve. Donc c'est vraiment intéressant de voir la vie d'un mathématicien du point de vue d'un non-mathématicien. C'est très bien écrit, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Et en fait ça vous donne envie de creuser un petit peu du coup sur mais c'est quoi ce théorème d'incomplétude? Alors préparez-vous à vous arracher quelques cheveux parce que c'est pas quelque chose de facile à comprendre, mais en fait ça vous permet aussi de vous rendre compte que ouais, même les génies en fait ça reste des humains quoi. Et c'est vraiment très très chouette. Après, je finis une dernière, jamais 203. Il y a le grand roman des maths de Michael Launay. Alors, Michael Launay, si vous suivez un petit peu, voilà, les trucs de maths, vous devez bien le connaître. Et en fait, il écrit aussi bien qu'il raconte. Donc, je ne vous spoile pas le contenu. Je ne peux que vous le recommander très fortement. Très chouette. Il a aussi fait un dictionnaire amoureux il y a pas longtemps. Là, son grand roman des maths, c'est un truc que tu lis d'une traite. Hein. Vraiment, ça donne envie. Je l'ai pas encore lu. Je suis familière, je suis très familière évidemment avec son travail sur YouTube, mais j'ai encore jamais lu de ses ouvrages. Et ça vaut le coup. Franchement, je conseille de commencer par celui-là en fait. Ok. Et t'as été généreuse en recommandations. Voilà. Et merci beaucoup. Alors du coup, moi, je vais être moderne, mais pas trop. Vas-y. Début 21e. Puisque je vais recommander un site web. Oh. Je vous recommande le site Images des mathématiques. Donc, c'est un site de vulgarisation qui est hébergé par le CNRS, donc qui est un institut de recherche, et qui a la particularité d'être intégralement écrit par des chercheurs. Ce sont que des articles de chercheurs. Et c'est, par contre, à destination du grand public. C'est organisé en catégories, donc il y a plein de catégories différentes. Il y a Tribune des mathématiciens, où c'est des billets qui sont faits par des chercheurs. Il y a l'objet du mois, où on vous présente un objet qui a un lien avec des maths, donc le classique Rubik's Cube, mais ça peut aussi être le globule rouge, ou bien kaléidoscope. Il y a une partie mathématiques portrait, où comme son nom l'indique, on va faire des portraits de mathématiciens. Une que j'aime beaucoup, c'est celle qui s'appelle le Café des maths, dans laquelle, en fait, il y a un article qui, comme le nom l'indique, est traité un peu sur le ton de quand on se retrouve autour d'un café et qu'on va discuter d'un truc de maths, où on peut aborder plein de choses comme le paradoxe des anniversaires, l'espérance de vie. Et c'est aussi réorganisé thématiquement. Par exemple, il y a ressources pédagogiques, et donc là, c'est tous les articles qui sont dans ces différentes catégories que vous pouvez utiliser comme support de cours ou dont vous pouvez vous inspirer comme support de cours. Il y a aussi des dossiers, par exemple mathématiques de la planète Terre, mathématiques et arts plastiques, etc., etc. Donc en fait, ce que j'adore, c'est que ce site, il y a plein de façons différentes de l'explorer. On peut choisir d'y entrer par un thème. Et la dernière façon que je trouve trop rigolote d'explorer ce site, c'est qu'il y a un bouton qui s'appelle « Découvrir un article au hasard ». Et donc, dans toutes ces catégories différentes, vous cliquez et là, vous avez un article qui va sortir et c'est toujours hyper chouette. On apprend toujours des choses. Je mettrai bien sûr le lien en description. Et c'est pour tous les publics différents. Et écoute, je finis. Donc, j'aime bien finir toujours avec la même question.
qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Je vais pas parler de ce que je souhaite accomplir pour moi, pour une fois. Je vais parler de ce que j'aimerais accomplir, en sens qu'est-ce que j'aimerais apporter. Ce que j'aimerais, c'est que quand je serai à la retraite, ce soit une situation où, en fait, on se pose plus la question de savoir d'où les gens viennent. Tu vois, qu'on soit dans une communauté qui soit vraiment inclusive, où on ait vraiment des gens qui viennent de partout et qui aient pas besoin de s'excuser de pas être dans le moule. J'aimerais contribuer à ça. Tu vois, j'aimerais vraiment, voilà, je considérerais mon accomplissement, et c'est peut-être un peu dans la lignée de ce que j'ai dit avant, hein, mon accomplissement, ce serait que l'on reconnaisse que j'ai pris une part à l'arrivée de cette communauté mathématique où tout le monde est vraiment bienvenu. Ça, vraiment, je pense que ça, ce sera vraiment le gros truc. Bah écoute, c'est très joli. Je finis toujours en disant c'est tout ce que je te souhaite, mais à dire vrai là, c'est tout ce que je nous souhaite également. Ta vision de la communauté mathématique future, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Écoute, merci beaucoup Ramla, c'était vraiment... je t'en prie, merci à toi pour l'invitation, c'était un plaisir. Et voilà, ce joli moment touche à sa fin. Que retenir ? Cette très belle vision de Ramla pour le futur. Un monde de la recherche inclusif où, quelles que soient ses origines, sa provenance sociale, géographique, quel que soit son genre, on ait tous et toutes les mêmes chances d'y trouver sa place. Ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'elle ne se contente pas de le souhaiter, mais par ses actions, elle est déjà en train d'y œuvrer. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, même si vous m'écoutez traditionnellement par un autre canal. Cela m'aide beaucoup. C'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.